Et on parle marché, état des lieux et stratégie d'investissement avec Nicolas Chéron qui est à mes côtés en plateau. Bonjour Nicolas. Bonjour Grégoire. Merci d'être là, stratégiste chez Zone Bourse. Je le disais en introduction, oui c'est vrai, on peut acter, ça y est, d'une consolidation des indices boursiers depuis l'échéance trimestrielle de vendredi. Le CAC a abandonné les 6000 points, on est à 5900 points au moment où on se parle. On peut trouver toutes les explications, tous les prétextes possibles. Il y en a une quand même qui est très importante à ne pas oublier, Nicolas, c'est que ça fait depuis novembre que le marché est dans un run spectaculaire. Oui, on pourrait, on peut tourner les choses dans tous les sens. Alors on peut regarder par exemple la capitalisation boursière mondiale. Elle était à 65 000 milliards en plein Covid. On a dépassé les 100 000 milliards, on est même allé chercher les 110 000 milliards et on a même dépassé, ce qui est rare dans l'histoire, le niveau de PIB mondial. Si on regarde le CAC 40, on était à 4600 points juste avant les élections américaines et le vaccin Pfizer. Donc on a gagné plus de 30% en quasi-ligne droite. Il n'y a qu'à regarder sur les dernières semaines, le Dow Jones, en l'espace de 2 semaines, a gagné 9%. Donc c'est un peu comme le corps humain, comme un coureur. Ouais. Il y a un moment donné, il faut respirer, quoi. C'est physique, oui. C'est physique. On a besoin de respirer. Et j'aime bien parce que ces phases de respiration, et il n'y a rien de méchant pour l'instant, c'est toujours un bon moment pour se poser des questions un peu fondamentales, notamment sur les niveaux de prix qui ont été atteints par les marchés boursiers, Nicolas. Comment vous regardez la situation ? Tout est revenu quasiment... ou sur des plus hauts historiques, ou en tout cas sur des plus hauts d'avant-crise. L'Europe est revenue sur ces niveaux avec un peu de retard par rapport aux États-Unis ou par rapport au marché chinois, par exemple. Mais quand vous regardez les niveaux de prix aujourd'hui, qu'est-ce que ça vous inspire ? Eh bien, un manque de catalyseur pour aller plus haut, peut-être. Ouais. Et puis, le fait qu'il va falloir réussir à transformer l'essai en termes de reprise et de croissance économique pour pouvoir justifier ces niveaux de prix, puisque on a un DAX, par exemple, qui est sur des nouveaux records historiques, alors que l'Allemagne est tout juste sur le recouvrement des niveaux avant le Covid. Sur le CAC 40, on a tout retracé, 100% de la baisse du Covid. On est revenu au plus haut à 6080 points. C'était 6120 points, le record de 2020, me semble-t-il. Et là, les opérateurs se disent, bon, ok, la crise est passée, on est revenu sur les niveaux d'avant-crise. Quid de la suite et puis voilà, on a un peu joué. Bien anticipé. Est-ce que les anticipations qu'on a eues jusqu'à présent sont les bonnes ? Oui, puis toutes les idées ont été jouées aussi. Oui. On a joué des rattrapages, on a joué les valeurs stay at home, on a joué la croissance, ensuite on est retourné sur les values, toutes les cycliques se sont reprises, les bancaires ont pris 40% en ligne droite. Même Orange a rebondi de 10% ces 3 dernières semaines. Retrouver un peu d'intérêt. Ouais, donc voilà, on a l'impression que toutes les idées ont un peu été jouées. Alors est-ce qu'elles ont été surjouées ou sous-jouées ? Je pense que quand même, on a été chercher du potentiel sur toutes les valeurs. Et là, les investisseurs se disent on va prendre un peu des bénéfices. On le voit, il n'y a pas de panique, il n'y a pas de hausse de la volatilité forte. C'est un dérapage contrôlé, comme j'aime à l'appeler. C'est des prises de bénéfices graduelles. On manque de catalyseurs. On attend peut-être le plan de l'administration américaine dont vous parliez il y a quelques instants. Et stand-by pour le moment. Non, mais ce qui est frappant, on en discutait avec Thomas, qui nous dit on va avoir des trimestres de croissance à plus de 10-15%. Alors, rythme annualisé aux États-Unis, toujours, attention, il faut avoir ça en tête dans la mesure de la croissance américaine. En Europe, moi je vois plutôt des États qui sont en train de réviser en baisse ou de reporter en tout cas le moment de la reprise, qui arrivera un jour, mais qui va se faire attendre un peu plus que prévu. Triste histoire de l'Europe vieillissante qui, une fois de plus, se confirme. On attend 8% de croissance en Chine en 2021. On attend là potentiellement des trimestres de croissance à 2 chiffres aux États-Unis sur le Q2, le Q3. Alors pour vous donner quelques statistiques historiques, quand on regarde sur les 45 dernières années les épisodes récessifs, on a mis à chaque fois plusieurs années, voire pour la crise de 2008, 8 à 10 ans en fonction des zones économiques, pour retrouver le même niveau de PIB. Là, en 4 trimestres, les États-Unis sont revenus au niveau d'avant-crise, et selon de nombreuses sociétés d'analyse, notamment Morgan Stanley ce matin qui le répétait, dans 2 trimestres, on pourrait dépasser ce que devait être la courbe théorique
avant le Covid. C'est-à-dire qu'on va croître encore plus fort, encore plus vite que s'il n'y avait pas eu le Covid. Donc ça montre une réactivité américaine qui leur est propre, relance économique, relance budgétaire. Le gouvernement américain dépense 837 millions toutes les heures. J'adore. Et les banques centrales injectent 1 milliard toutes les heures. Donc voilà, vous avez les États-Unis où c'est vraiment stratosphérique. Et puis vous avez l'Europe où, avec le retard des campagnes de vaccination, les reconfinements, parfois un certain attentisme, une certaine lenteur, je ne sais que dire, même si tout se passe bien, on va mettre plus d'1 an et demi à retrouver les niveaux d'avant-crise, et alors on ne retrouvera jamais le rythme de progression la tendance qu'on qui avait aurait dû être le nôtre. Précédant la crise. Donc, mais ça veut dire quoi sur le plan boursier, Nicolas? Ça veut dire que le fait que les indices européens soient revenus sur leur niveau d'avant-crise, c'est peut-être une erreur. Il y a une fragilité derrière le niveau des indices européens aujourd'hui, ou est-ce que ce sont deux choses différentes? C'est peut-être dû en fait à l'ultra-liquidité planétaire, au niveau où on en est. Vous parliez de trillions tout à l'heure, là je vous parle de 1 milliard toutes les heures. Tous les marchés ont été joués. Après, il ne faut pas oublier qu'il y a des spécificités qui font que c'est difficile, par exemple, de jouer le marché chinois pour un investisseur international, alors que l'Europe, c'est quand même beaucoup plus facile. Donc peut-être qu'on a eu des flux de liquidités qui sont entrés, qui nous ont amenés à des niveaux qui sont les nôtres et où le potentiel apparaît désormais relativement restreint, alors qu'aux États-Unis, on se dit que dans les infrastructures, dans les énergies vertes et autres... si c'est un nouveau cycle, si c'est une nouvelle histoire de croissance... Alors, si c'est un nouveau cycle, d'ailleurs, petite statistique à ce sujet-là, on regarde les 7 marchés haussiers depuis la Seconde Guerre mondiale. En année 1, après un accident de marché, une récession et le début d'un bull market, Donc l'année 1, c'est mars 2020, mars 2021, c'est ça. Voilà, ça c'est la première année du nouveau bull market américain. Là, on monte toujours la première année. Est-ce qu'on monte la deuxième année? Eh bien, sur cette occurrence... Dans 100% des cas, on monte la deuxième année. Alors, dans une moindre mesure, moins vite, moins haut, on n'est pas dans des plus 30, plus 40, etc. Et c'est potentiellement une année où on va faire du sideways, c'est-à-dire de la neutralité. Peut-être qu'en fait, on va fluctuer dans les trimestres qui viennent dans des ranges de 10 à 15%. Et donc, peut-être qu'il faut moins chercher de directionnel. Moi, chercher à dire, je pense que le marché va gagner 15 ou je pense que le marché va perdre 10-15, mais jouer les écarts. Si le marché connaît une faiblesse, si par exemple la consolidation dans laquelle nous sommes devait se transformer en correction et qu'on devait perdre 9-10% sur l'Europe, ce serait peut-être l'occasion de profiter du trou d'air. Si au contraire on devait encore s'apprécier avec le plan américain et puis un élan haussier, peut-être qu'il conviendrait là de nettement alléger les portefeuilles vu les chemins parcourus. Et sous l'angle du stock picking, Nicolas, vous dites quoi? Je reviens parce que c'est vrai que depuis un an on a tout joué, le stay at home, la réouverture avec les cycliques, et c'est vrai que sur un an d'ailleurs toutes les stratégies convergent à peu près en termes de performance. Celui qui a acheté du Nasdaq en mars dernier ou des banques, finalement un an après les deux se retrouvent à peu près au même niveau en termes de performance. Et est-ce qu'il reste encore des thèmes ou des sous-thèmes qui peuvent être intéressants dans le contexte actuel? Alors, vous savez, chez Zone Bourse, nous, on gère 3 portefeuilles dans 3 places. On a européenne, américaine, asiatique. On essaye de suivre justement ces mouvements de flux. On était beaucoup dans avant le mois de novembre, on était beaucoup dans les pharma, dans les valeurs Covid, dans le stay at home, dans du HelloFresh, de la livraison à domicile, etc. Ensuite, il y a eu le switch, on en avait parlé en novembre, sur on va jouer la reprise majeure, mondiale, les accords entre les pays asiatiques, et on va jouer à fond les matériaux de base. Parce que la thématique de 2021, c'était l'effet rebond, donc la croissance historique, et puis les semi-conducteurs.
On est toujours sur les semi-conducteurs, on y reste parce que là, il y a vraiment une tendance extrêmement forte. Plus, la petite baisse, la correction des semi-conducteurs n'émaille pas votre conviction non, vis-à-vis parce de ce que secteur? la plupart des valeurs sont déjà pratiquement revenues sur leur plus haut. Hier, on avait, me semble-t-il, ASML qui publiait de très bons résultats. Donc non, pour nous, les creux sont des opportunités de renforcer. Du moins, on y est déjà depuis quelques mois, donc on a une performance qui nous permet d'y rester sans stress. Et ces dernières semaines, on a essayé de trouver des petites poches originales, c'est-à-dire d'aller sur des biens de consommation, de la récréation, enfin ce qui pourrait être la récréation quand on va nous laisser jouer. Alors, on avait commencé avec Axel Group, les vélos. On a continué ensuite avec Trigano, acteur français majeur, les caravanes, voilà. Il va y avoir une propension à dépenser chez les particuliers européens et français qui devrait être assez phénoménale. On parle de 200 milliards d'économies en Allemagne, en France, en Angleterre. Donc voilà, c'est des sociétés qui devraient en profiter. Et là, plus récemment, on est allé aux États-Unis chez Malibu Boat, qui fait pareil des bateaux des bateaux plaisance, sport. Alors voilà, tout ce qui est moto, jet ski, tout ce qui va vite et qui promet et qui permet de se sentir libre, quoi. C'est ça. Et vivant. Voilà. Donc on a investi comme ça sur chacun de nos portefeuilles sur des valeurs. Et à vous dire vrai, là à court terme, on manque un peu d'idées, mais quand on manque d'idées et qu'on voit un marché plafonné, en fait, c'est que faut peut-être faire une pause, tout simplement. Prendre des bénéfices, alléger, et puis laisser faire. Parfois, laisser du temps au temps. Profiter de la consolidation, pour prendre un peu de recul. Merci beaucoup Nicolas, merci d'avoir été avec nous. Nicolas Chéron, stratégiste de Zone Bourse avec nous dans Smart Bourse à la mi-journée. On se retrouve ce soir en direct à 18h30 sur Bismart.